C'était riche en émotions, je l'ai bien senti. Et c'est vrai que moi aussi, je me retrouve à travers tout ça. Je voulais dire quelque chose, mais je voulais remercier aussi ma mère. Soyez rassurés là-dessus, parce que je ne le connais pas, mais il est juste à côté de moi, et il m'impressionne par son calme. Donc, je pense que vous avez donné une très belle éducation à vos enfants, vous leur avez donné un cadre de vie. La pauvreté des familles est un problème majeur sur la ville de Roubaix. C'est bien de le dire, d'en faire le constat, d'accord ? C'est mieux de décliner des solutions qui permettent non pas d'embellir la vie, mais de se retrouver dans une situation qui est un peu plus confortable et un peu plus acceptable. Et ça, on peut facilement y arriver. Vous avez un monde qui est en grande difficulté, en grande précarité quelque part. On ne sait même pas ce qui va se passer demain. Il y a des guerres qui éclatent partout. Vous avez un monde où le seul respect qu'on en ait, c'est sur la somme que l'on a en bas de sa fiche de paie. Vous êtes quelqu'un à partir du moment où vous consommez, vous êtes quelqu'un à partir du moment où vous êtes dans l'ostentatoire, vous avez une belle voiture, vous pouvez montrer aux autres votre réussite, vous avez l'effet Dubaï, pourquoi eux ça marche et nous on est là en train de tenir un mur. Peut-être aussi à un moment donné changer le paradigme dans lequel on vit. Il y a d'autres façons de vivre qu'au travers des signes extérieurs de richesse. Pour moi, la seule richesse qu'est un individu, c'est ce qu'il a entre les oreilles, c'est-à-dire comment il fait fonctionner sa cervelle et comment il arrive à avoir de la bienveillance vis-à-vis d'autrui et de l'apaisement vis-à-vis de lui. Les Saureuses, le podcast qui tourne plus vite que la langue de bois. T'as des questions qui dérangent ? Des vérités qui doivent sortir ? Dans Les Saureuses, Karim Amrouni passe à la machine. Pas de blabla, pas de filtre, juste tes questions cash sur absolument tout. Dans Les Saureuses, tout passe et seules les vérités sortent intactes. Alors, prêt à lancer la machine ? Viens appuyer sur ton programme dans Les Saureuses. Merci beaucoup de vous être présenté ici parce que, comme d'habitude, on lance sur les réseaux sociaux une sorte d'invitation pour ceux qui veulent débattre, discuter, échanger avec moi. Et je vous remercie énormément d'avoir répondu favorablement, en tout cas d'avoir fait en sorte que l'on puisse se rencontrer. Donc, Makara, maman, Steven. Aujourd'hui, on est réunis pour parler des problèmes de Roubaix ou des avantages d'habiter Roubaix, parler aussi de tous les inconvénients que vous avez en tant que maman avec 2 grands garçons plus une petite fille à charge, et de ce que vous trouvez comme solution sur votre lieu d'habitation, ce que vous ne trouvez pas comme solution, et nous dire tout simplement ce que vous attendez d'un homme politique, d'un pouvoir en place ou d'une commune, ce qu'elle pourrait vous apporter, vous aider et contribuer à la bonne éducation de vos enfants, puisque c'est votre priorité et c'est le destin dans lequel vous vous êtes inscrit en tant que maman. Donc vous êtes venu me poser certaines questions, donc je vais vous laisser faire et puis on pourra échanger. Soyez complètement détendus parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on travaille. Libérer la parole pour pouvoir être encore plus accessible et pouvoir répondre encore plus favorablement aux différentes demandes. Oui, moi je me présente, je m'appelle Sarah Tite et je suis sur Roubaix. Donc aujourd'hui je viens vous voir pour demander sur les quartiers en fait qui posaient des soucis avec les jeunes, quoi. Donc surtout le soir, on a des soucis pour la sécurité des enfants. Donc je voulais savoir comment on pouvait remédier ça. Je veux dire, quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner, qu'on n'a pas de... pour la sécurité des enfants, pour la sécurité du quartier, quoi. Quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous habitez dans un quartier, entre guillemets, dit populaire. C'est ça ? Oui. D'accord. Et quand vous sortez, vous pensez que vos enfants sont en insécurité ou vous-même, vous êtes en insécurité ? Les deux ? Les deux, oui. D'accord. Et cette insécurité, quand vous la ressentez parce que ces jeunes, comme vous dites, vous agressent, ont agressé un membre de votre famille, ou où il y a une pression qui est indescriptible de la part de la rue vis-à-vis de votre personne ? Vous n'avez jamais été agressé ? Non. Vos enfants n'ont jamais été agressés ? Non, mais bon... Si, même dans mon quartier... je me rappelle, c'était la fois où ma grand-mère s'est fait voler son sac, alors qu'elle devait avoir à l'époque 70 ans, un truc comme ça.
En fait, elle marchait avec un déambulateur. Et en fait, moi, ce jour-là, j'étais à la maison, donc j'étais pas au courant. Et en fait, elle s'est fait voler son sac avec tout l'argent qu'elle avait pour aller au marché. Donc c'est vrai que quand on a entendu l'histoire, comme nous, on vit dans un immeuble et que toute la famille était là, en fait, c'était les jeunes qui voulaient plus se révolter et aller le chercher au travers du quartier, parce qu'on savait qu'il était du quartier. On ne savait pas qui c'était la personne, mais on savait qu'elle était vraiment proche. Donc à ce moment-là, quand on sait qu'il y a ce genre d'histoire ou alors ce genre d'événement qui se passe, on a un peu peur que nos parents ou même quelqu'un d'autre de la famille ait le même truc, quoi. D'accord. Mais tu vois, ce que tu décris sur ce qui s'est passé, alors c'est triste, hein, c'est un événement très triste, sur ta grand-mère qui est en déambulateur et qui s'est fait accrocher par des jeunes, ou un jeune, je ne sais même pas, pour lui voler son sac. Je peux te dire que ça n'a rien à voir avec un quartier. C'est cette forme d'insécurité ou d'incivilité ou d'agression, elle se passe n'importe où, qu'on soit dans un quartier huppé, peut-être même pire, tu vois, parce que c'est là où on a le plus la sensation qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il y a une forme de prédation. Les gens se déplacent d'un quartier pour aller vers un quartier où il y a un peu plus de moyens pour que le larcin puisse être rentable, on va dire. D'accord ? Dans ton cas, l'histoire que tu me racontes, c'est une histoire qui peut arriver n'importe où, dans n'importe quel quartier de France et de Navarre. Maintenant, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a une forme de... Quand vous sortez, vous vous sentez plus en sécurité. Mais vous vous sentez plus en sécurité parce que les jeunes que vous décrivez sont agglutinés en bas d'un immeuble. Il y a une forme de... C'est ça ? C'est une pression de ce type-là ? Oui, et après aussi parce qu'ils sont à l'aise. Dans leurs gestes, ils savent très bien que s'ils le font, ils vont peut-être être protégés par quelqu'un parce qu'ils connaissent l'endroit, ils connaissent l'environnement. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est le fait qu'ils se sentent à l'aise. Après, les insécurités, elles se trouvent partout, mais on a plus d'insécurité dans un certain quartier que dans un autre. Et ça... Toi, tu trouves qu'il y a plus d'insécurité dans un quartier, entre guillemets, populaire que dans un autre quartier ? Parce qu'en fait, dans les quartiers populaires, c'est là où il y a tout le monde qui est réuni. Donc il y a un effet de groupe, il y a un effet de confiance. Les gens... ils savent ce qui va se passer ou pas, ils savent où se cacher, ils savent quoi faire s'il n'y a jamais une difficulté. Alors que dans d'autres quartiers où c'est pas vraiment populaire, en fait, il n'y a pas cet effet de groupe parce qu'il n'y a personne. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes dans les rues. Les gens, ils sont souvent au travail ou autre, mais on n'entend pas ce genre d'histoire. Ou alors on a un voisinage qui est vraiment très soudé entre eux. Et alors là, il n'y a pas d'histoire. Parce qu'on sait telle personne, elle habite là, donc si jamais un problème, nous, on va intervenir. Et même s'ils sont à 10, c'est pas grave, nous, on va venir avec le quartier, on va se défendre. Mais là, actuellement, il n'y a pas cette communauté, ce lien déjà dans notre quartier. On se connaît peut-être, mais c'est pas forcément, on va pas forcément chacun pour soi. Agir. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment ça le souci. Vous êtes de quelle origine ? Moi, cambodgienne. D'accord. Et ça fait longtemps que vous habitez Roubaix ? 30 ans déjà. D'accord. Est-ce que vous avez vu que la situation se dégradait ? Oui. Et pourquoi vous avez ce sentiment c'était mieux avant ? Parce qu'avant, nous, comme c'est un quartier de confession, on a beaucoup de travail avant, donc on a des liens de communauté avec toutes les communautés asiatiques. Donc on a plus d'amis et vous vous sentiez plus fort. Voilà. Et tous ces amis ont quitté le quartier ? Oui. Et pourquoi ils l'ont quitté ? Parce que maintenant, il n'y a plus d'usine. Avant, c'était la confection. Et maintenant, donc, il y a moins de travail. Il y a moins de travail, oui. D'accord. Du coup, on s'est dispersés. Et ils sont partis où ? Vous ne savez pas ? Tout le monde, ils partent tous. Moi, j'ai ma cousine, elle est partie au sud. D'accord. Ils partent dans des régions plus attractives. Oui. Donc carrément des régions plus attractives, ou ils sont partis dans des villes plus attractives sur la métropole ? Est-ce que vous avez des gens qui sont partis, par exemple, à Ouascal, à Croix, à Tourcoing, vous voyez, à l'Isle-et-Lannoy, à Letz, où il y a du autour travail. de la ville de Roubaix, où c'est complètement des gens qui ont quitté la région ?
Je pense qu'ils ont plus quitté la région parce que là, il n'y a plus d'emploi, en fait. D'accord. Ouais, donc le problème, il est plus complexe que ça, parce que s'ils ont quitté la région, c'est que le problème de l'emploi au niveau de la région, quoique c'est une région qui embauche encore énormément, ça ne leur permettait plus de rester là où ils avaient vécu et gagner correctement leur vie. Et vous, pourquoi vous êtes restés ? Parce que mes enfants, ils sont encore jeunes et voilà, je suis restée pour le travail aussi parce que j'ai un travail et mes enfants, ils n'ont pas encore fini leurs études. Donc, Est-ce que vous êtes attaché à la ville de Roubaix ? Oui. Parce que Très attaché. Oui, parce que on est j'ai ma belle-mère qui habite dans le même quartier, donc toute la famille là. D'accord. Toute votre famille habite Dans le même quartier, oui. Et c'est quoi comme quartier ? Moi, c'est Lomblé. D'accord, ok. Qui, très honnêtement, est un quartier encore agréable à vivre. Ouais. Alors, vous me posiez la question en démarrage du propos que peut faire une institution comme la mairie ou que peut faire un personnage comme le maire de la commune sur ce type d'incivilité ou ce type de problématique. Alors, toi, tu me disais que ces jeunes étaient en bas de la cité, ne la quittaient pas, ils étaient là 24 heures sur 24 quasiment, enfin en exagérant un peu, et qu'ils s'étaient organisés sur le quartier. Ouais. C'est ça ? C'est ça, ouais. C'est ça ou Non, si, c'est ça. C'est ça. Donc, et que, parce qu'ils s'étaient organisés, se sentaient forts, et parce qu'ils se sentaient forts, ils permettaient de mettre la pression aux autres habitants du quartier. Ouais. Et c'est là où je reviens à la question initiale, que peut faire un maire ? Un maire, par exemple, là, il a installé un parc. Et force est de constater que c'était une bonne idée, puisque ça a diminué la tension. Un maire, ça peut accompagner aussi des jeunes dans leur destin de futur actif. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils s'intéressent à un domaine pour en faire un métier. D'accord ? Et ça, c'est le travail aussi, parfois, de la collectivité dans le sens le plus large possible, mais aussi sur un maire qui peut, grâce à un outil, alors la maison de l'insertion et de l'emploi, peut ramener les jeunes vers une activité qui les intéresse. Ça, c'est le travail du maire. Le travail du maire aussi, c'est d'organiser une police municipale pour permettre des rondes assez régulières, surtout quand vous le décrivez, les gens on dit sédentarisés, c'est-à-dire qu'ils ont pris corps dans un endroit bien précis de la ville et en font quelque part une zone où il joue un peu les petits caïds. Ouais. Donc ça aussi, c'est le rôle du maire. Le maire peut aussi, au niveau national, aller voir le ministre de l'Intérieur pour augmenter le nombre de policiers nationaux. Et ça, c'est vraiment le travail du maire. C'est un travail de lobbying pour réussir à faire en sorte qu'on ait un peu plus de policiers nationaux pour que la charge de travail qui soit sur chaque épaule d'un policier puisse être diminuée et qu'il y ait une répartition des forces un peu plus équitable sur le territoire. Ça, c'est le travail du maire. D'accord ? Et pour moi, et c'est là où ça devient intéressant, c'est vous mettez le doigt sur ce qui prévaut. Un quartier dit populaire, c'est un quartier où on doit y mettre plus de moyens. Un quartier dit populaire, avec une grosse densité de population, c'est-à-dire beaucoup de gens qui y habitent, c'est là où on doit être le plus prévoyant et le plus précautionneux. Et c'est là où on doit mettre des outils qui permettent de sortir de chez soi, puisque les appartements sont exigus et on se retrouve vite dans une promiscuité. On l'a vu pendant la crise du Covid, les gens ne pouvaient pas aller respirer à l'extérieur alors qu'on leur demandait de rester chez eux. On voyait bien que les violences intrafamiliales ont explosé à ce moment-là. Et c'est normal quand vous vivez dans un truc exigu, que vous n'avez aucun moyen de vous ressourcer, vous n'avez aucun moyen d'aller prendre l'air, vous vous retrouvez dans ce genre de situation. On sait tous qu'une autre catastrophe comme le Covid va arriver. On n'attend pas la catastrophe pour prendre des décisions. Ouais. Il me semble opportun aujourd'hui de faire en sorte qu'on ait suffisamment de parcs dans la ville. Il me semble opportun aussi qu'au pied de chaque immeuble, on ait des endroits où les plus petits d'entre nous puissent jouer en toute sécurité. Des endroits qui soient entretenus et pas laissés à l'abandon. On voit dans plein de parcs où il y a une forme d'abandon et de renoncement. C'est pas normal. Ouais.
Et il faut aussi en faire en sorte que les gens soient suffisamment éduqués pour préserver leur milieu. Se dire, vous y habitez, à vous aussi de prendre votre part de responsabilité et de faire en sorte que cet endroit reste propre, cet endroit reste accessible et que cet endroit soit un bien commun. Quand on appuie sur tous ces niveaux-là de responsabilité, je pense qu'on peut s'en sortir. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que des moyens, on en a, des idées, vous en avez. Il suffit de les réunir pour trouver les bonnes solutions. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez mis le doigt sur la présence d'un parc qui a diminué considérablement le niveau de violence dans le quartier. Ah, bien. Il faut y mettre les moyens, il faut y mettre surtout... il faut y associer les habitants. Dans chacun d'entre vous, vous avez un bout de la solution, parce que le diagnostic, vous le faites très bien. Vous mettez très bien le doigt là où on voit là où ça fait mal, tout simplement. Ouais. Et moi, j'ai tendance à penser que cette jeunesse, ce n'est pas non plus... là, on les montre du doigt, on dit c'est la jeunesse. Une jeunesse sans tuteur, c'est sûr. Ça peut aussi partir en vrille. Donc, faire travailler les parents. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités aussi, parce que l'éducation se fait à la maison, l'instruction se fait à l'école. Ouais. Donc, c'est dommage qu'on l'ait appelé l'éducation nationale. Moi, je pense que ça devrait s'appeler l'instruction nationale. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'amener les gens à un niveau de compréhension qui leur permette d'apaiser la relation avec autrui. Ouais. D'accord ? Sachez une chose, quand on n'a plus les mots, il reste les points. Des jeunes qui lèvent les poings, c'est parce qu'il y a l'absence de mots. Et donc, il y a un défaut de connaissance, irrémédiablement et indiscutablement. Et je me mets à leur place. Vous avez un monde qui est en grande difficulté, en grande précarité quelque part. On ne sait même pas ce qui va se passer demain. Il y a des guerres qui éclatent partout. Vous avez un monde où le seul respect qu'on en ait, c'est sur la somme que l'on a en bas de sa fiche de paie. Vous êtes quelqu'un à partir du moment où vous consommez, vous êtes quelqu'un à partir du moment où vous êtes dans l'ostentatoire, vous avez une belle voiture, vous pouvez montrer aux autres votre réussite, vous avez l'effet Dubaï, pourquoi eux ça marche et nous on est là en train de tenir un mur. Peut-être aussi à un moment donné changer le paradigme dans lequel on vit. Il y a d'autres façons de vivre qu'au travers des signes extérieurs de richesse. Pour moi, la seule richesse qu'est un individu, c'est ce qu'il a entre les oreilles, c'est-à-dire comment il fait fonctionner sa cervelle et comment il arrive à avoir de la bienveillance vis-à-vis d'autrui et de l'apaisement vis-à-vis de lui-même. Ouais. Et c'est le pari que l'on fait, nous, en tout cas en vous invitant, en vous en parler, parce que on voit bien que par le discours, on obtient déjà un début de solution. Vous aviez une autre question ? Oui, parce que là aujourd'hui, mon fils, il a eu son bac. Félicitations. Merci. Et je voudrais que, après ça, il veut continuer ses études, mais l'alternance, il n'arrive pas à trouver. Donc, quelles sont les solutions pour aider ces jeunes-là à trouver un emploi pour continuer les études ? Alors, moi, quand on parle d'études, je suis tout de suite intéressé. D'accord, parce que pour moi, les études ont été l'alpha et l'oméga de ma vie, quel que soit le niveau d'études qu'on atteint. D'accord, que l'on fasse de longues études ou de courtes études, le tout c'est de bien les faire et d'arriver à un niveau de compétence qui permet de trouver un emploi. Lorsque l'on a un jeune comme Steven, très calme, posé, choisissant les mots pour s'expliquer, ayant une ambition pour lui-même et pour les autres, ayant une envie pour lui-même et pour les autres, la force publique doit intervenir. C'est à ce moment-là où cette verticalité doit s'exprimer. J'entends par là que Steven veut faire un métier. Alors je ne sais pas quel métier il veut faire, mais par contre il va choisir quelque chose qui va lui permettre de s'émanciper, de trouver sa liberté. D'accord ? Moi, en tout cas, depuis toujours, j'ai accordé une importance, et peut-être la plus grande dans ma vie, une importance à cela. Si Steven veut se former, si Steven veut trouver une alternance, si Steven a les capacités et si Steven me prouve qu'il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a décidé de faire, il m'aura toujours à ses côtés. Et je lui trouverai toujours une solution, madame. Toujours. Parce que lorsque l'on fait de la politique, ce n'est pas tout d'utiliser les mots et ce n'est pas tout de lever les bras.
Et c'est pour ça que je suis contre la violence en politique, je suis contre l'utilisation de termes guerriers en politique. La politique, c'est l'apaisement. La politique, c'est trouver des solutions. La politique, c'est de discuter, de se grandir les uns avec les autres. Donc je vous fais aujourd'hui une promesse, madame, c'est que dès demain, j'aurai Steven au téléphone, il me demandera la voie dans laquelle il veut s'inscrire et je vous fais la promesse de lui trouver une solution. Ah, c'est bien, merci. Je vous en prie, madame, et soyez rassurée là-dessus parce que je ne le connais pas, mais il est juste à côté de moi et il m'impressionne par son calme. Donc je pense que vous avez donné une très belle éducation à vos enfants, vous leur avez donné un cadre de vie et vous avez été extrêmement courageuse d'y arriver dans un quartier dit entre guillemets plus difficile qu'ailleurs parfois. C'est toujours la définition de la difficulté qui laisse toujours la discussion possible. Moi, je pense qu'il y a pire ailleurs, madame, vraiment. On est dans un pays de liberté, on est dans un pays où l'école est gratuite, on est dans un pays qui fournit énormément de biens aux uns et aux autres. Vous tombez dans la rue, les pompiers sont là. Vous tombez dans la rue, on ne va pas aller chercher votre pièce d'identité ou votre carte de crédit. On s'intéresse d'abord à l'humain pour lui sauver la vie. Votre maison ou votre appartement brûle, vous allez avoir un service incroyable, des hommes remarquables qui appartiennent à la force publique. Vous allez vous faire agresser, vous allez avoir la police qui va vous défendre, vous mettre en sécurité. Vous avez des instituteurs, des professeurs qui sont là pour donner de leur temps et donner de leur énergie, pour fournir les éléments nécessaires à la promotion d'un homme ou d'une femme dans cette société. Je trouve que la France est un grand pays, très honnêtement. Et je trouve que Roubaix est une grande ville qui a les ressources nécessaires pour s'en sortir, qui aujourd'hui traverse un petit peu un moment de grande difficulté, de grande précarité, mais elle a les atouts nécessaires pour se redresser. Et sa plus grande richesse, c'est sa population, et je le vois autour de cette table. Donc il en fera partie, et je peux vous dire que c'est moi qui m'enorgueillis de pouvoir le prendre sous mon aile et de pouvoir lui dire qu'un jour, il va pouvoir voler de lui-même. Et c'est tout le respect que je vous dois et c'est toute l'action politique qui m'anime parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis orthodontiste avant tout, que je soigne des gens. Je pense que je n'ai pas atterri dans ce secteur d'activité pour rien. J'aime les gens en général. Et pouvoir modestement contribuer à faire de lui ce qu'il a envie de devenir, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous me faites. Pareil. Moi, j'avais des questions aussi de mon côté sur plusieurs sujets. Toi, tu vas me coincer, je le sens. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment des questions par rapport à l'actualité et à l'argent, principalement. Je pense que ça, tout le monde est au courant. Actuellement, on parle du plan budgétaire de François Bayrou. Et on sait que, on sait un peu ce qu'il a à dire par rapport à ça. Et moi, je voulais savoir, du coup, parce que Roubaix, c'est quand même connu avant tout pour être quand même une ville pauvre. Enfin, les personnes qui sont là, ce ne sont pas des personnes qui touchent énormément. On a un peu les conséquences de ce que ce plan budgétaire va nous apporter dans le futur. Enfin, apporter. Toi, tu fais de la politique, non ? C'est un grand mot. Non, pas du tout. Ah oui. Et je voulais savoir, du coup, qu'est-ce que vous comptiez mettre en place pour nous aider au maximum à, si le plan passe, à ne pas faire en sorte que nous plongeons de plus en plus dans la précarité financière. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je pense tout le monde se pose la question. Est-ce que demain, on aura assez d'argent pour pouvoir se nourrir, sachant que actuellement, il y a les prix qui augmentent tous les jours, la facture de course qui passe de 50 à 70 euros pour une personne par semaine, qui est énorme. Et pour autant, les salaires n'augmentent pas spécialement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, dans la mesure du possible, pour nous aider dans tout ça, quoi, et faire en sorte qu'on ait quand même de quoi se nourrir à la fin du mois et aussi de se faire plaisir, parce que c'est important de pouvoir faire des activités, parler avec d'autres gens et pas rester cloîtré dans la maison et à compter tous les centimes qui nous restent à la fin du mois, quoi. Ok. Alors, ce dont tu es en train de parler, c'est la politique nationale.
on doit faire une économie de 40 milliards, et puis il y a des annonces qui ont été faites. Alors les annonces, elles ne sont pas encore votées. Tu vois, c'est des ballons, ce qu'on appelle des ballons d'essai. Les gens essayent, si on fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous, la population, vous, les parlementaires. Et puis à la fin, on essaye de trouver une voie qui permet de rassurer tout le monde. Tu sais, ce dont tu es en train de parler, ta maman est plus âgée que toi et c'est normal, je suis plus âgé que toi aussi, c'est l'Arlésienne. Tous les ans, on nous dit il faut faire des économies. Tous les ans, on nous dit qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts. Tous les ans, on nous dit qu'on ne travaille pas assez. Tous les ans, on nous dit que ça sera mieux demain. Tu vois, moi, j'ai tendance à penser que le présent m'intéresse, l'avenir doit être décidé et j'arrête de regarder dans le rétroviseur. D'accord ? Sauf pour tirer un enseignement de mon passé. Ça m'intéresse, me dire, j'ai fait ça, est-ce que c'était le bon moment, est-ce que j'ai réussi à le faire correctement, est-ce que je n'ai pas fait de mal autour de moi, etc. etc. Un maire, il est tributaire, comme toi, du budget. Et il est tributaire aussi des économies et des coupes franches que l'on fera dans son budget. Parce que quand ça tombe de là-haut, tu vois, là c'est le véritable effet de ruissellement de M. Macron. Alors on devait tous profiter d'une forme de ruissellement des richesses, ça n'a pas été le cas, mais on a bien profité du ruissellement, de l'appauvrissement de notre population. D'accord ? On ne peut pas tout lui remettre sur le dos, ça je peux l'entendre, mais quand on prend ses responsabilités au plus haut niveau de l'État, c'est tout, on prend ses responsabilités. Donc on lui doit une partie de notre désarroi, on lui doit une grande partie du fait que l'on se sent tous, quand on passe à la caisse, dépossédés d'une partie des moyens que nous avions hier et que nous n'avons plus aujourd'hui. Un maire ne peut pas conditionner son mandat au fait de pouvoir réduire le coût des courses, parce qu'il ne vend pas de légumes, il ne vend pas de fruits, et il ne vend pas non plus des biens de consommation courante. D'accord ? Moi, j'y vois un levier, un seul, sur lequel nous pouvons intervenir, c'est que comment l'on fait pour que la dynamique commerciale roubaisienne puisse, à un moment donné, être suffisamment puissante pour dégager les marges de manœuvre nécessaires aux commerçants. D'accord ? Comment l'on fait pour qu'il y ait un deal gagnant-gagnant entre l'institution et puis ceux qui déclinent la vente au sein de notre belle ville de Roubaix ? L'un des avantages de la ville de Roubaix, qui avait été initié par un maire pour qui j'ai un profond respect, René Van Dieret donc, c'était de faire la ville des bonnes affaires. Tu te souviens ? C'était le vecteur économique sur lequel il s'appuyait pour créer de la croissance au sein de son territoire. Cette croissance, il allait la chercher à l'extérieur. C'est-à-dire les Belges venaient dépenser parce qu'il avait créé des zones, l'usine de Roubaix, on avait MacArthur Glen, et donc deux gros spots qui attiraient une partie de nos concitoyens et de nos voisins pour dépenser au sein de la ville. D'accord ? Aujourd'hui, il y a un réel besoin, comme tu l'as défini, sur lui, de la nourriture. D'accord ? Il y a des groupes qui se sont constitués et qui font en sorte d'acheter en gros et de permettre une revente au détail qui soit un peu plus accessible aux familles. Mais pour ça, il faut avoir une vision de son territoire, il faut avoir une vision de qu'est-ce que la croissance, comment on peut l'animer et comment on peut faire en sorte qu'elle devienne intéressante pour celui qui vend. D'accord ? Tu as du foncier. Tu as des rez-de-chaussée. L'un des pouvoirs du maire, c'est de préempter ces rez-de-chaussée. C'est-à-dire, à un moment donné, de se lancer dans un rachat de cellules commerciales qui te permet déjà de décider de ce que tu vas faire de ta ville, de l'affichage commercial que tu vas y imposer et du vecteur de croissance sur lequel tu vas t'appuyer. D'accord ? Ça, c'est un vrai levier sur lequel on peut agir. Le deuxième levier sur lequel on peut agir, c'est comment on nourrit les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui vont à l'école primaire déjà, et qui, ça, est sous la tutelle de la collectivité qui s'appelle mairie. Moi, je peux te le dire, j'ai envie de faire quelque chose d'intéressant sur ce sujet-là, en tout cas sur le bien manger et sur l'arrivée de produits intéressants en termes non seulement de goût, mais aussi de prix dans chaque école de notre ville, pour éduquer l'enfant déjà à avoir une nourriture qui lui correspond. D'accord ?
Et puis, tu te demandes comment je vais pouvoir... donc ça, c'est pour la partie alimentaire. Ouais. Et j'ai d'autres idées. Ok. D'accord, que je ne peux pas dévoiler ici parce que tu te doutes que la campagne va démarrer à un moment donné et que chacun y mettra ce qu'il a. Ouais. Mais je peux te dire que ce que nous, on a l'intention de faire, tu répondras directement à la question que tu viens de me poser. Parce que la pauvreté, d'accord, Simone de Beauvoir disait la fatalité, tu vois, est quelque chose qui arrive à partir du moment où tu y crois. D'accord ? Ok. Moi, je ne crois pas à la fatalité. Je crois à la capacité des pouvoirs publics de décliner des solutions pour leur population. D'accord ? Je crois à la capacité d'un maire de pouvoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller là où on l'attend le moins. Et sur la démarche commerciale, on ne l'attend pas, le maire. Par contre, on l'attend comme organisateur. Ouais. D'accord ? Ouais, je vois. C'est pareil pour l'emploi. On dit le maire ne peut pas employer toutes les personnes de la ville, mais il peut faire de sa ville un terrain tellement attractif que les gens vont vouloir s'y installer. Ouais. Et on a des arguments et on a des atouts qui sont considérables pour notre territoire. Considérables. Et j'ose dire que Roubaix est l'une des villes les plus attractives de notre métropole. Elle a des atouts que d'autres villes n'ont pas et qui nous envient. D'accord ? Ok. On a la capacité d'avoir du foncier que les autres villes n'ont plus et que nous avons encore. Ok. Ok, donc on a des atouts considérables. On a le passage Ouais. d'une partie des voies rapides, etc., etc., etc. On a une gare. Mhm. On a vraiment la possibilité de décliner des solutions qui vont nous permettre de rebondir. Et j'y crois profondément. On va rebondir, j'en suis certain. Maintenant, tu me dis que tu as un deuxième problème, c'est que tu voudrais avoir un petit reste à charge, un petit reste dans ton porte-monnaie pour dire je voudrais aussi, parce que je suis jeune, pouvoir m'amuser. Ouais. D'accord ? Alors ça, c'est carrément dans les prérogatives d'un maire. Décliner des solutions qui te permettent de t'amuser à moindre coût, trouver les solutions qui te permettent de faire du sport quasi gratuitement, trouver les solutions aussi qui te permettent de te dire, bon, peut-être que je mets plus dans ma nourriture, mais ça, grâce à la mairie de Roubaix, j'ai arrêté de le payer. Ouais. D'accord ? Ce qui fait des vannes communicantes qui te permettent de remettre de l'argent dans ta nourriture, parce que le reste, tu ne le payes plus. Ouais. Et ça, c'est carrément dans les prérogatives du maire. Et je peux te dire aussi que là, j'ai des solutions à mettre sur la table qui vont te permettre de te dire, bon, je vais faire un sacré paquet d'économies demain parce que tout cela sera à la charge de la collectivité. Ok. D'accord ? Ok, c'est Donc, il y a différentes façons d'appréhender ton problème, qui est un problème majeur. Majeur. La pauvreté des familles est un problème majeur sur la ville de Roubaix. C'est bien de le dire, d'en faire le constat. Ouais. D'accord ? C'est vrai. C'est mieux de décliner des solutions qui permettent non pas d'embellir la vie, mais de se retrouver dans une situation qui est un peu plus confortable et un peu plus acceptable. Et ça, on peut facilement y arriver. Ok. Ok. Tu liras au moment où il y aura une campagne des municipales. Alors, encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr de conduire la liste, mais quand ça sera décidé, il y aura des solutions qui seront mises sur la table et je pense que tu y retrouveras les questions aux réponses que tu m'as posées aujourd'hui. Ok, je ferai attention et je lirai parce que c'est vrai que sur les années précédentes, je me retrouvais dans aucune parce que les sujets hyper qui nous concernent qui nous concernent tous, je pense, et même dans la ville de Roubaix et pas que, je pense aussi à d'autres villes. C'est vraiment la question de l'argent parce que c'est vraiment le besoin vital en fait. Quand on se lève, c'est vraiment le premier truc à faire. Moi, je sais que dans mon entourage, après c'est vrai que certains n'ont pas vraiment le temps, mais il y en a beaucoup qui ratent des petits déjeuners, des déjeuners ou qui ne prennent même pas de collation alors que c'est hyper important. On en a besoin pour travailler ou même pour aller à l'école. Et c'est bien pour ça que il y en a certains quand ils vont à l'école ou même quand ils font des activités, ils sont fatigués parce qu'en fait ils ne s'alimentent pas correctement ou alors on leur a pas appris. Ça c'est des cas précis qu'on t'a relaté. C'est un vrai témoignage que tu es en train de faire. Ça c'est un truc que j'ai vu dans la vie de tous les jours. Des personnes qui aussi ne savent pas vraiment ce que c'est que bien manger ou alors ils le savent mais ils ferment les yeux parce que comme ils se privent, en fait, il y a un moment où ça explose et on commence à acheter un pot de Nutella, tartine, et après ça va avec le coca et tout, alors qu'on sait très bien que c'est pas la meilleure des alimentations. C'est sûr. Et c'est ça qui plombe notre morale. Et du coup, en fait, on rentre dans un cycle où, avec l'énergie, la fatigue, on perd espoir. Et en fait, quand on regarde des brochures de la mairie qui nous dit votez pour nous,
en fait, on est déjà fatigué rien qu'en le lisant. Donc pour moi, c'est vraiment un cycle alimentation. Je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre déjà d'améliorer la vie de certaines personnes et pourquoi pas s'intéresser aussi un peu à la politique. Alors tu sais, on se connaît pas beaucoup, enfin on se connaît pas de toute façon, mais ce que je voulais te dire, c'est que c'est hyper intéressant ce que tu es en train de me dire. Moi, à la base, je suis un type tout à fait normal. Pour moi, on gagne sa vie en travaillant. D'accord ? C'est un principe qu'on m'a... Et je pense que ta maman t'a donné le même principe. Ouais. On va au travail le matin et puis on rentre le soir. Et toute la journée, on a eu une activité qui nous permet d'être plus libre et qui nous permet surtout d'avoir le sentiment d'être utile. D'accord ? J'ai fait le choix de devenir orthodontiste. Ok ? Et à l'époque, on me disait, orthodontiste, c'est impossible pour un type comme toi. Moi, je viens d'un milieu hyper populaire. Mon père était ouvrier, ma mère femme de ménage. D'accord ? Hyper populaire. Et on a fait le choix de faire de longues études. Je remercie ce pays parce que ça n'aurait pas été possible ailleurs. Tu vois, pour être orthodontiste, c'est un bac plus 12. Donc c'est des longs cursus. Et si en plus il est payant, je suis réduit à ne pas faire le métier que j'ai choisi. Moi, j'ai pu faire le métier que j'ai choisi. Et j'ai choisi de travailler dans un quartier populaire. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours dit, je viens de ce milieu-là, si moi, je ne le fais pas, qui va le faire ? Tu vois ? Ouais. Et donc, tout naturellement, je me suis réorienté vers un quartier populaire pour soigner. Je ne vis pas de la politique. J'ai de petites indemnités aujourd'hui en tant qu'élu communautaire et élu municipal que je rends systématiquement à toutes les associations roubaisiennes. Et je privilégie les associations qui redistribuent de la nourriture. Je rends la totalité de mes indemnités. Parce que je décidais de faire de la politique et ça me regarde. Cette politique-là me permet de continuer à travailler et donc de continuer à prendre du plaisir à soigner des gens. Pour ce que la République me donne pour le temps passé en politique, je le rends, tout simplement. Je le rends aux associations et plusieurs associations se reconnaîtront dans ce témoignage. J'ai pris conscience très vite, très très vite, que pour les familles, pour certaines familles roubaisiennes, c'est trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir s'en sortir, c'est l'Everest, c'est impossible. D'accord ? J'ai pris très vite conscience aussi que la pauvreté était quelque chose qui n'avait jamais été choisi par une famille. Ils sont pauvres, ils sont nés pauvres, et pour s'en sortir, c'est extrêmement compliqué. J'ai eu une chance que les autres n'ont pas. D'accord ? Ça s'appelle juste de la chance. Ouais. J'ai énormément travaillé pour y arriver, énormément travaillé. J'ai été extrêmement rigoureux. J'ai jamais lâché le morceau. Mais pourquoi ? Parce que je voulais m'en sortir. Je voulais sortir de la pauvreté. Mais aujourd'hui, qui je serais si je regardais les gens dits pauvres et je peux rien faire. Je suis désolé, c'est comme ça. Déjà, prends de ta poche, d'accord, cet argent qui est un trop-plein que la République t'a donné, rends-en une partie à cette pauvreté. C'est bien beau d'aller partout dire « Oh, c'est triste, moi, je suis un homme de la pauvreté. » Faut le prouver à un moment donné. Ouais. Faut sortir ses mains des poches et y aller. Et y aller vraiment. C'est-à-dire te dire « Je prends des risques pour les autres. » Ça, Et ce risque que je prends, c'est un choix personnel. D'accord ? Alors des gens te diront « Amrouni, on ne sait pas le classer. On ne sait pas, il est au centre, il est à gauche. » Ça ne se décrète pas. Amrouni est au cœur des préoccupations de ses concitoyens. Au cœur des préoccupations. Tu sais pourquoi ? Parce que quand je me lève le matin et que je vois des parents en grand désarroi, ne plus savoir quoi faire, comment faire avec leurs enfants, quels avenirs ? C'est la question qui me pose systématiquement. Quel avenir pour mes enfants, monsieur Amrouni ? Quel avenir, docteur ? Alors si on se regarde tous et qu'on dit effectivement c'est foutu, c'est foutu. Ouais. Si on se regarde tous et qu'on veut devenir le maire d'une ville, par exemple, et se dire qu'il n'y a rien qui est possible, moi je préfère rester dans mon cabinet et continuer à soigner gratuitement. Parce que là, je suis utile. Et là, ça ne dépend que de moi. Ouais. Ça ne dépend que de moi. Combien de patients sont arrivés en disant « Monsieur Amrouni, j'ai plus de mutuelle, j'arrive plus. J'arrive plus à payer la mutuelle, je dois faire le choix entre aller faire des courses ou payer ma mutuelle. » Mon plus grand plaisir, c'est de dire « Mais monsieur, on va continuer à soigner. Mutuelle ou pas mutuelle, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et tant
que je suis animé par cette force. Et tant que je pourrai le faire, ça sera le seul salaire pour lequel j'aurai un intérêt. Le seul. Cette bienveillance qu'on a les uns vis-à-vis des autres, se regarder dans les yeux et dire je suis là. Et je reste là avec vous. Parce que de toute façon, quand tu es tout seul, tu peux rouler en Ferrari. Hein. Elle fera du bruit que dans tes oreilles à toi. Donc elle servira à rien, ta Ferrari. Ouais. Par contre, quand tu es aimé par les autres, quand tu es reconnu par les autres, quand tu es bienveillant avec les autres, ça, tu l'emmèneras partout où tu iras. Partout où tu iras. Et cette bienveillance que je vois dans ton regard, tu vois, continue parce qu'elle vient d'elle. Ouais. Continue à l'entretenir. Et tu la donneras à tes enfants, j'espère que tu en auras, et que tu pourras reconduire et enseigner cela. Parce que c'est la seule valeur d'un individu. Le reste, c'est de la flûte. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai On est ce qu'on fait dans la vie. On est ce qu'on fait. Ouais. Donc, quand tu écoutes des hommes politiques ou des femmes politiques te raconter alors qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont jamais travaillé. Il y en a certains, ils n'ont jamais travaillé. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est que d'aller au boulot le matin. D'accord ? Et qui regardent un type comme moi, qui est complètement indépendant, qui est libre, et qui fait le taf pour lequel on l'a formé, et qui ne le fait pas dans des conditions magnifiques. Hein. Je le fais et je remercie de pouvoir le faire. J'ai envie de dire à ces gens-là, qui se permettent ce genre de critique, descends dans l'arène, fais 10% de ce que je suis en train de faire sur le territoire de Roubaix, et seulement après, je pourrais peut-être te tendre l'oreille. Avant ça, c'est pas la peine de compter sur moi, j'ai pas envie d'entendre les sornettes et les promesses qui ne seront jamais tenues. Et c'est pour ça que je n'appartiens à aucun parti politique. Ok. J'appartiens à une seule famille, celle de Roubaix. Ouais. Personne d'autre. Et s'il y a bien quelqu'un qui a le droit de me critiquer, quelqu'un qui a le droit de me dire que ça va pas, c'est l'habitant roubaisien. Personne d'autre. Je ne tolérerai que personne me dise ce que j'ai à faire dans la vie. Parce que la liberté est un maître exigeant, et j'y ai mis le prix pour y arriver. Et j'espère que tu y seras aussi. Ouais. Et hein, c'était riche en émotions, je l'ai bien senti. Et bah, c'est vrai que ouais, moi aussi, je me retrouve à travers tout ça. Je voulais dire quelque chose, mais ouais, je voulais remercier aussi ma mère de m'avoir appris à différencier deux types de richesses. Il y a la richesse personnelle et la richesse qu'il y a avec l'argent. Et ça, c'est vraiment deux choses, parce qu'on peut être riche avec l'argent, mais être pauvre, enfin être seul toute sa vie, ou alors riche avec sa famille, mais être pauvre. Et je pense que si j'avais à choisir, je préférerais être comme entouré de mes proches, parce que finir dans la solitude, c'est pas... T'as quel âge ? J'ai 25 ans, je vais avoir 26 cette année. Il fait preuve d'une maturité, madame, qui est rare. Très honnêtement, et je tenais vraiment à vous féliciter de la qualité de l'éducation. Merci. Ouais, vraiment. Ouais. Et j'ai même une proposition à te faire. Viens habiter Roubaix et viens m'aider. Ouais. Ouais. Et je vais réfléchir. T'as tout le temps de réfléchir. Ouais, mais okay. Je te promets, 1, t'as des choses à dire. 2, t'es une jeunesse flamboyante. Ouais. 3, t'as une force de caractère, franchement, qui peut me permettre de te dire que je suis en très grand respect. D'accord ? 4, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Okay, ouais. J'ai vraiment envie de t'aider. Ouais. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Et je serai toujours là à tes côtés. Ok. Ouais. Ce qui peut m'aider, je pense que... je pense que ça va... je pense que tout le monde va se reconnaître aussi. Hein. Justement, c'est par rapport à la jeunesse. Et c'est là où j'en reviens à ma deuxième question. C'est par rapport à l'attractivité de la ville. Parce que maintenant, quand on pense à Roubaix, on ne pense pas vraiment à la ville où on va sortir avec ses potes. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire le soir. À partir de 22h, tout est calme. Les métros aussi, ça arrange pas trop, parce qu'à 23h, pareil pour Lille, hein, à 23h, minuit, il y a presque pas de tram, il y a presque pas de métro. Comment faire pour essayer de redonner une belle image de la ville de Roubaix, et aussi y inclure la jeunesse? Parce qu'autour de moi, je vois des personnes, par exemple au couvent à Roubaix, ça c'est quelque chose que j'ai découvert cette année. Je savais pas qu'il y avait un bar ou alors des événements le soir, comme des artistes qui se présentent, qui chantent et tout. Il y a
quelque chose à faire, c'est beau, mais bizarrement, en fait, il y a très très peu de personnes qui en ont conscience de tout ça. Je pense aussi à la rue Jean Lebas, où il y a beaucoup de magasins qui s'ouvrent, qui sont vraiment beaux, mais j'ai pas ce sentiment que quand on propose de sortir, on va chercher ce qu'il y a à faire sur Roubaix. On va toujours chercher ce qu'il y a à faire sur Lille, ce qu'il y a à faire sur Villeneuve d'Ascq. Mais Roubaix, moi, dans mon entourage, c'est vraiment la dernière des villes. Ou alors, on fait un petit sourire. Tu veux faire quoi à 22h ? Bah, tout est fermé, plus rien du tout. Il n'y a même pas un night shop ou une supérette pour prendre à boire ou même prendre à manger. On va rien faire. Et si on va le soir au parc, en fait, il fait tout sombre. Donc, à tout moment, il y a quelqu'un qui sort. Qu'est-ce qu'on fait ? Toujours ce sentiment de sécurité. Voilà, c'est ça. Alors, ça ne se construit pas seul. Tu vois, une collectivité ne peut pas y arriver seule, et je ne vais pas jeter l'opprobre sur la majorité qui est actuellement au pouvoir. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est un passage obligé pour la reconnaissance du territoire. D'accord ? Ce passage obligé ne peut pas se faire, à contrario, cette fois-ci, que du côté de la collectivité. Te dire, voilà, je vais faire 10 endroits dans lesquels il va y avoir quelque chose de festif. D'accord ? On revient à l'attractivité de la ville. Toi-même, tu le dis, on ne pense pas tout de suite à Roubaix pour faire la fête. On ne pense pas tout de suite à Roubaix pour venir le soir dîner parce qu'on sait que tous les restos sont fermés et c'est comme ça. Voilà. Ça peut être comme ça, toujours pareil. Il n'y a pas de fatalité. Pour moi, l'une des premières difficultés d'un commerçant, c'est de se dire il n'y a pas d'attractivité, les gens ne viennent pas visiter suffisamment la ville, parce que les gens viennent visiter Roubaix quand même. Les gens ne viennent pas suffisamment visiter la ville et ne restent pas le soir déambuler dans la ville. D'accord ? Or, on a l'une des villes les plus riches en patrimoine. C'est jamais mis en avant, c'est même détruit. D'accord ? On a l'une des villes les plus riches dans son histoire. C'est jamais mis réellement en avant. D'accord ? On a dans la ville des structures comme la piscine de Roubaix qui sont reconnues à l'échelon européen. Il est dans les 5 premiers musées visités en France. D'accord ? On a dans la ville des outils comme la cave aux poètes. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier et certains vont faire la tête parce que je les aurais oubliés. Mais on a dans la ville, tu es dans un endroit emblématique. D'accord ? Tous ces lieux demandent, le problème c'est que dès que tu les ouvres, ça demande de l'argent. D'accord ? Dès que tu les ouvres, ça demande des moyens considérables pour pouvoir organiser une vie festive le soir. De cela dépend quoi ? L'attractivité aussi de nos restaurants. Le type, il ne va pas ouvrir le soir parce qu'il va se dire, je vais avoir deux repas à servir et que je vais devoir payer autant de serveuses pour pas grand-chose. Je vais y perdre de l'argent. Il faut d'abord retravailler sur l'attractivité de la ville pour faire en sorte que les gens aiment cette ville, pour faire en sorte que ces gens restent dans cette ville et pour faire en sorte que cette ville du Midi devienne une ville du soir. C'est pas difficile quand une ville du Midi est déjà pleine comme un œuf. C'est ce qui se passe à Roubaix. On a vraiment un gros secteur d'activité pour faire en sorte que le soir, on ait envie aussi d'y arriver. D'accord ? Pour ça demande une collaboration étroite entre la collectivité, sa façon d'organiser la vie nocturne et la possibilité pour les commerçants de s'y retrouver et d'ouvrir leur échoppe, ou leur restaurant. Donc, d'abord l'attractivité de la ville et pouvoir le décliner la nuit. Ok. Non, mais ça c'est bien parce que après, là où je voulais aussi faire un point là-dessus par rapport à la vie nocturne. Parce que quand on pense aux soirées, on pense souvent aux jeunes qui sont bourrés, qui font n'importe quoi. C'est vrai que moi, dans mon cas, quand je parle de vie nocturne, c'est aussi vie nocturne, mais en sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de casseurs, il n'y a pas d'engueulade. Au moins, il y a un respect du quartier, de toutes les personnes qui sont autour. Parce que sur l'île, on le sait, même si on n'a jamais entendu d'histoire de ce genre, on sait très bien que les personnes qui habitent autour des boîtes de nuit et des bars, forcément, 3h, 4h du matin, mis à part si l'appartement est vraiment très insonorisé. C'est très dur pour les gens. Ça, c'est une évidence. Alors,
Sache une chose, c'est que nous, on a... à Roubaix, on a des problèmes de riches, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a des lieux emblématiques, on a des lieux qui parfois sont complètement écartés des lieux de vie, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre les uns avec les autres sans se gêner à Roubaix. C'est extraordinaire à ce niveau-là. Tu as la proposition lilloise, qui est la locomotive de la vie nocturne de la métropole, d'accord ? Moi, j'entends pas suivre l'exemple lillois. Ouais. Parce que pour moi, c'est tout, il y a une offre, elle existe, elle est pertinente, et surtout, elle est de qualité. OK ? Par contre, nous, à Roubaix, on est capable, grâce à notre patrimoine, de décliner des endroits qui seront complètement atypiques, complètement hors normes. Et on va y venir faire la fête, Ouais. d'accord ? Parce que le lieu va être complètement dingue. Ok. Tu vois ? Ouais. Contrairement aux Lillois, qui eux ont démultiplié le nombre de bars, démultiplié le nombre de restaurants, ils ont ce qu'il faut. Donc celui qui veut aller vers cette offre, ben, il a juste à prendre le métro et de se retrouver, ou le tram, et de se retrouver là-bas. D'accord ? Ceux qui viendront à Roubaix viendront pour autre chose, une autre aventure et surtout une autre façon de faire la fête. Et je peux te dire que là-dessus aussi, on a des propositions qui vont arriver et qui vont être assez pertinentes, en tout cas pour la cohésion et pour l'histoire du territoire. Ok. Ouais, bon, c'est parfait. Bon, bah, j'ai hâte de voir ce que vous proposez. Tu as un patrimoine de malade à Roubaix. Ouais. Tu as vraiment un patrimoine de malade. Tu as des lieux juste incroyables qui au demeurant, tu dis ça à des gens qui sont à Lille, tu dis voilà le lieu que je pourrais ouvrir sur Roubaix, ça existe. Ouais, ça existe. Ouais. Ça existe à Roubaix. Bah, c'est ce que j'ai eu comme réaction quand j'ai entendu viens, on va au couvent. Ouais, c'est ça. Couvent, mais c'est pas un truc d'église ou quoi. Non, il y a un bar. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais qui va Du fermer. coup, j'y vais et ouais, malheureusement, il va fermer. Il n'y a pas de fatalité, Mais- t'inquiète pas. Ok. Je sais pas, tu veux poser une question? T'as une question en tête Oui, bon. Allez Steven. On parle souvent des jeunes, de la population, de tout ce qui est finance, mais aussi de la culture, des différentes cultures qu'il y a à Roubaix. Ouais. Et je voulais savoir comment allez-vous aider les jeunes à se sentir fiers de la ville et à s'engager pour un avenir meilleur et plus durable. D'accord. Et t'as vu comment je parle? Oui. Tu l'as entendu? Oui. Est-ce que pour toi, quand tu es à côté d'un homme qui parle comme ça, tu as envie d'être fier de ta ville ou tu as la honte de ta ville? Plutôt fier, mais ce que je veux dire, c'est que avec les réseaux sociaux et tout, et les délinquances qu'il y a eu, bah, Roubaix, c'est pas une ville qui est très bien vue de France, tu vois. Vous voyez, Alors, c'est aussi. il y a la réalité. Roubaix véhicule une image qui est ternie, mais elle est véhiculée par des vendeurs de sensations. Tu vois, alors tu as des vidéos qui circulent, la politique du clic. Plus c'est gros, plus c'est dingue, et plus on a de clics. Et plus on a de clics, plus on se sent fort, et plus on se sent fort, plus on écrase les autres. Moi, la politique du clic, déjà, les réseaux sociaux, ils doivent être utilisés pour ce à quoi ils servent. D'accord ? Et puis, pourquoi on laisserait les autres parler à notre place ? Pourquoi, aujourd'hui, toi, tu ne prendrais pas ta caméra pour montrer le bon côté de Roubaix ? Pourquoi, quand tu vas être fier de ta ville, et puis que tu seras dans ta filière de formation, et puis que tu auras un avenir, pourquoi tu le dirais pas ? Moi, j'habite Roubaix, tout va bien. Je suis dans une filière de formation qui est la filière lambda. Je suis parfaitement équilibré, j'ai ma copine. Je vis comme n'importe quel Français dans ce pays. Je suis dans une ville qui est atypique, ouais, mais atypique dans le sens noble du terme. Moi, contrairement aux autres, c'est vrai, Roubaix est atypique. Roubaix est multiculturel. Roubaix a un nombre de différences qui est juste sublime. Parce que je vois le bon côté des gens, d'accord ? Et de ce qu'ils apportent. Celui qui vient de l'étranger n'est pas forcément un usurpateur. Il ne vient pas forcément voler quelque chose. Il ne vient pas forcément nous démunir. Il apporte aussi une richesse. Il contribue à faire en sorte que notre société est à cette image-là. Regarde, on est autour d'une table. On est tous français. Mais on parle tous un langage qui est différent, mais compréhensible et fait de bienveillance. C'est-à-dire, tu me tends la main, je te tends la main, et on se retrouve sur des valeurs communes. C'est le creuset de ce pays, en fait. Certains en ont fait une marque de fabrique pour essayer
de prendre des voix. D'accord ? Et tu as ceux qui condamnent. On est pour eux une partie de la population à problème. D'accord ? Et je m'y inclus. Et puis, il y en a d'autres qui essayent d'être nos défenseurs. Et pourquoi on ne serait pas notre propre avocat ? Ouais. Qui, mieux que des gens qui connaissent les difficultés, qui les ont vécues dans leur chair, parfois marquées, pourquoi ce ne sont pas eux qui se défendraient tout simplement en disant « Mais écoutez, qu'est-ce qui ne va pas ?» Moi, je n'ai pas peur de discuter avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions et les mêmes idées que moi. Il avance ses arguments, j'avance les miens. Il avance sa façon de vivre, j'avance mon quotidien. Et puis à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu de se disputer. Il a son opinion, gage à moi de le polir un petit peu. C'est-à-dire qu'il arrive avec son brut de décoffrage, j'arrive avec une petite finesse d'esprit qui me permet de lui tendre la main pour l'attirer vers moi. Roubaix, c'est ça. Et Roubaix, c'est sa plus grande force. Donc, moi, je te donne rendez-vous dans 6 ans et tu me diras, je pense, parce que tu auras pris le cours de ta vie, tu auras évolué aussi de ton côté, je pense que tu nous diras, c'est pas si grave que ça ce qui se passe à Roubaix. Roubaix, c'est pas la ville des 1000 truands. Roubaix, c'est pas une ville qui a feu et à sang. Roubaix, c'est pas une ville où il y a que du mauvais. Mais on est incapable de vendre le bon côté de Roubaix. On est incapable de se dire collectivement, c'est pas si moche en fait. Il y a des choses bien qui se passent. Sinon, on serait pas autour de la table. Ouais, c'est vrai ça. Si on pensait tous que c'est foutu et que Roubaix, c'est moche, on serait pas autour de la table. On serait tous en train de se dire comment on en est arrivé là et faire le constat du déclin. D'accord ? Donc, sois rassuré. Pour moi, le problème de Roubaix, quand on dit le problème, c'est sa jeunesse, c'est sa richesse. Parce que quand tu regardes les courbes de démographie de la métropole est en train de vieillir. D'accord ? Ouais. Donc, l'avenir de la métropole est constitué par notre population. L'avenir de la métropole, son regard, est constitué par notre regard. Ce que la métropole commence à comprendre, c'est que Roubaix est demain. Et que le reste, ça va être plus compliqué. Et là, je vais te dire un truc, pour l'avoir vécu dans ma chair. Hein. La bienveillance, la solidarité, ce sont 2 termes roubaisiens. Bienveillance, solidarité. Quand tu as une personne âgée qui est cloîtrée chez elle, à Roubaix, tu auras toujours un voisin pour aller lui rendre visite. Tu auras toujours un voisin pour aller lui faire des courses. D'accord ? C'est plus dur ailleurs. C'est vrai. Donc, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes est réellement la France. Ce que nous sommes constitue ce creuset qui est admiré partout sur la planète. Et on parle souvent des droits de l'homme, d'accord ? À Roubaix, on n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que c'est un acquis. Chacun vit comme il a envie de vivre. Chacun trouve son chemin comme il peut le trouver. Et chacun d'entre nous prend sa part de responsabilité dans le malheur d'autrui et prend sa part de responsabilité pour plus de bonheur. Donc tu dois être fier de ton territoire. Et quand, je l'espère, on discutera de ton avenir, tu deviendras président de la République, sache une chose, tu devras avoir dans ta tête que en toi se situe la solution. En toi se situe la solution. Parce que tu as des racines et des branches. Et que tu n'as jamais oublié tes racines. Ne l'oublie jamais. Et je sais que elle, ta maman, t'a transmis ça. Vous êtes différents, vraiment, vraiment, 2 grandes différences, parce que toi, tu es beaucoup plus franc du collier, lui est beaucoup plus dans l'introspection et dans sa capacité à pouvoir encaisser et restituer après, c'est une éponge. Ouais. Mais ce qui est intéressant chez toi, c'est tes silences. Ils en disent plus que tes mots. Et vous êtes vraiment 2 personnes impressionnantes. Merci. Dans 2 styles différents, mais impressionnantes. Envoie un MP sur nos réseaux pour venir interviewer Karim et passer dans les Saureuses. À très vite.